Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un nouveau film sorti ce mercredi en salle qui m'a pas mal chamboulé. Donc je risque d'être un peu chancelant au moment donc d'évoquer ici Life of Chuck ou The Life of Chuck, le nouveau long métrage sur grand écran de Mike Flanagan que vous avez pu voir récemment en série, notamment sur Netflix, mais qui avait déjà adapté à l'écran du Stephen King, car oui, il s'agit ici d'une nouvelle de ce grand auteur, publiée dans un recueil, If It Bleeds, je crois, que c'est le titre global, bref, qui a été publié en 2020, si je ne me trompe pas. Et donc, ici, pour la troisième fois, il reprend donc les travaux de cet écrivain, après Jesse, et Dr. Sleep, la suite de Shining, mais dans un style différent. Et au casting pour interpréter le fameux Chuck, du moins adulte, Tom Hiddleston, tandis que à l'enfance, il est joué par Cody Flanagan, tout petit, j'imagine que c'est le fils de Mike, ou son neveu, enfin bon bref, de la famille. Benjamin Pajak, à l'âge de 11-12 ans, extraordinaire d'ailleurs sa performance, notamment sur la piste de danse. Et à la toute fin, à l'âge de 17 ans, Jacob Tremblay, qu'on avait vu d'ailleurs dans Dr. Sleep, c'est un enfant star du cinéma ces dernières années, qui a bien grandi et qui continue sa carrière. Aux côtés donc du personnage de Chuck, il y en a d'autres, interprétés notamment par Chiwetel Ejiofor, qui est dans le premier acte, qui est en fait le troisième. Je reviendrai sur ce point. Karen Gillan aussi, sur ce début de cette première partie. Il y a aussi, c'est important quand même, Mark Hamill, qui joue le grand-père de Chuck dans la dernière partie, qui est l'acte 1. Vous avez compris, on revient en arrière. Et Mia Sara, qui revient au cinéma, qui joue la grand-mère. Sinon, on va reconnaître dans, on va dire, la deuxième étape du film, Annalise Basso. Il y a aussi Matthew Lillard, je crois qu'on le voit au début. Kate Siegel, qui est la compagne de Mike Flanagan, et qui a un rôle très important. Et d'autres personnes qu'on ne va pas forcément nommer. Si, au début, il y a quand même David Dastmalchian, qui fait presque un caméo, mais en fait, dans ce film, aucun caméo n'a pas d'importance. Enfin, ouais, il y a beaucoup de choses dans ce film qui donc retrace ici une histoire particulière. C'est pas vraiment un drame, on va dire que c'est une chronique de vie, à la lisière peut-être du surnaturel ou du mystère en tout cas, qui va suivre l'histoire donc de Chuck, qui dans le premier acte, qui est l'acte 3, est absent, si ce n'est en termes d'apparition publicitaire. Apparemment, après 39 années, on lui dit merci. Donc, on s'imagine qu'il prend sa retraite et tout. C'est un peu plus complexe que cela. On comprendra très vite pourquoi. Mais on va suivre d'autres personnes, un prof, joué par Chiwetel Ejiofor. Tiens, il avait joué aussi un prof dans le dernier Bridget Jones, plutôt cette année, mais c'est un film très différent. Bref, ce prof qui essaye de revenir vers son ex, et pour cause, dans le monde autour, que se passe-t-il? Tout s'écroule. La Californie est en train de se détacher des États-Unis. Dans le monde entier, il y a plein de soucis. On voit d'ailleurs au niveau des infos qu'en gros c'est l'apocalypse, quoi. Enfin c'est la fin des temps qui approche, et donc lui il a l'air assez stoïque par rapport aux gens autour, mais petit à petit il se rend compte que ça va pas, et il essaye donc de rejoindre cette dame qui a été l'amour de sa vie. Et bon ben voilà, donc construction là-dessus, ou déconstruction, avec des gens autour qui errent un peu tels des zombies, dans une ambiance assez spéciale, qui rappelle que d'ailleurs cette nouvelle a été publiée pendant le Covid, et c'est presque quelque chose qu'on aurait pu avoir dans un monde Covid, mais là c'est Covid x 1000, vous voyez. Bref, donc il y a ça, et donc ce prof et les gens autour se demandent mais qui est ce Chuck qui apparaît comme ça de partout, même un avion écrit son nom dans le ciel, à la télé, alors qu'il n'y a plus internet, etc. Mais ça a l'air d'être un gars lambda, mais qui a de l'importance. Pour quelle raison? J'expliquerai ceci peut-être dans la zone spoiler. Ensuite, dans le deuxième acte, on voit Chuck, qui a donc l'âge de 39 ans, et qui à un moment, alors qu'il est comptable, il a une vie bien rangée avec une épouse, etc., enfin, très classique, va s'arrêter dans la rue face à une musicienne de rue, Busker d'ailleurs, l'acte 2, qui est le deuxième acte aussi pour le coup, puisque c'est en effet miroir, s'appelle Busker's Forever, et il va s'arrêter devant cette dame qui fait de la batterie, et il va se mettre à danser, comme ça. Sans raison ou pas. On voit par écho que c'est grâce à des souvenirs de sa grand-mère. On comprendra ça dans le dernier acte. Et il va danser avec une jeune femme qui vient de se faire larguer par son mec. Et ça danse, c'est un succès, et c'est une tranche de vie, c'est un moment comme ça qui reste.
qui est presque une parenthèse de vie, mais plus qu'une parenthèse, un acte qui a l'air totalement anodin, qui est d'une importance capitale par rapport au message du film. Et donc, le dernier acte, qui est l'acte 1, où on va voir les premières années de Chuck, qui perd ses parents, et sa petite sœur aussi, au passage, qui allait naître, et qui vit donc avec ses grands-parents, et vers l'âge de 11-12 ans, il va s'intéresser à la danse, oui, mais il va surtout essayer de braver l'interdit dans cette maison victorienne. Tiens, on retrouve du Flanagan, là, indirectement. En haut, il y a une coupole avec une pièce interdite. Ça, c'est du Stephen King aussi. Des endroits un peu interdits, comme ça, ok, qui font peur aux enfants. Je pensais, par exemple, à la cave dans It. Donc, voilà, si vous avez lu le bouquin, ou si vous avez vu le film, le téléfilm surtout, moi que j'aime, des années 90. Bref, il y a cette coupole où apparemment le grand-père voit des fantômes. Ah, là, on est dans Flanagan. On est presque dans du Stephen King aussi, mais c'est bien au-delà de ça. Et donc, Chuck pose des questions. Il veut savoir. Le grand-père lui dit des choses, mais c'est très étrange et on peut pas trop lui donner crédit parce qu'il boit beaucoup, c'est compliqué. Puis il va demander confirmation à la grand-mère après. Il va se passer des choses. Et en parallèle, il va quand même apprendre la danse, grâce à la grand-mère aussi, hein, cette passion-là, et devenir un peu le roi de l'école lors d'une fête de fin d'année, où il va vivre un énorme moment, écho évidemment au deuxième acte. Bon, et quand je dis écho, ce film est un film d'écho, de synchronicité par répercussion de mémoire et de souvenirs. Il y a plein de choses là-dessus. Life of Chuck, World of Chuck, ça aurait pu s'appeler, hein, le monde de Chuck, ça aurait été joli. C'est un film extraordinaire, mais parce qu'on a un matériau de base formidable aussi, que j'ai découvert il y a quelques jours, ça m'avait fait un effet particulier, là, le voir en image, avec un respect de la part de Flanagan de l'univers de Stephen King, mais il rajoute des petits trucs qui rendent l'ensemble presque plus ludique, mais encore plus passionnant dans la thématique globale. Ça m'a bouleversé, mais ça m'a fait sourire aussi. Je suis passé par beaucoup d'émotions. Le premier acte est destructeur et te fait dire quelque chose. Il faut profiter de chaque instant, parce qu'à un moment, quand on arrive peut-être à la fin, le plus dur c'est l'attente. Tiens, c'est aussi un message qui revient, ça. Mais que fais-tu des derniers instants avant la fin du monde? Ou que fais-tu des derniers instants avant de mourir? Parce qu'il y a l'histoire aussi de Chuck qu'on voit dans son lit d'hôpital qui va mourir. Bon, je reste vague encore, je vais développer ça très vite dans une zone plus spoiler, mais si vous connaissez un peu l'histoire de base et où vous avez vu la bande-annonce, vous comprenez. Donc il y a cette idée-là, c'est plombé en même temps, voilà, on rencontre des gens autour de ce prof, et on se rend compte de certaines choses qui sont presque étranges ou pas, mais il y a des moments formidables de réflexion sur le calendrier cosmique de Carl Sagan, comme quoi nous sommes que très peu de choses. À l'espace de l'univers, on est les 10 dernières secondes d'une année calendaire sur le dernier jour. Mais l'humanité, elle, c'est le dernier jour. C'est l'évolution, hein, vous connaissez l'histoire. Donc, arriver au bout, de toute façon, oui, au bout, mais au bout, au sens de l'univers, nous, on a été que une étoile filante. À un moment, on voit une étoile filante. On a été que de passage. On est une étoile parmi tant d'autres, mais nous sommes toutes ces étoiles aussi. Nous sommes des multitudes. Autre message que je vais développer après. Donc, il y a vraiment ça au début. C'est jamais dans le pathos, c'est jamais dans la tragédie, vous savez, où ça cherche à tirer les larmes. On arrive à quand même quelque chose, et déjà à convoquer de la musique, hein, le fameux Give Me Some Loving, qui apparaît dans la radio, comme ça. Peut-être la dernière chanson qu'ils entendent avant la fin. Et cette fin de premier acte, la fin de tout, est assez folle. Il y a un cut bien soudain, idée de cut bien soudain qui reviendra aussi à la fin du film, hein, d'une manière ou d'une autre. Il y a ça. Le deuxième acte, c'est le plus feel good, où tu comprends que tu peux te lâcher à un moment, il faut savoir se lâcher. Parce que, bah oui, on n'a qu'une vie, et la vie peut être courte, éphémère, à l'image du monde, à l'image de l'humanité peut-être, parce qu'on va peut-être un jour disparaître, très fortement, certainement même, peut-être plus vite qu'on ne le croit. Mais justement, ce moment où on peut s'arrêter, lui qui est comptable, très important qu'il soit comptable hein, d'ailleurs dans son héritage aussi, mais qui se pose et qui se décide de faire ça. C'est là où il commence à ressentir des douleurs et qui va commencer à avoir un premier contact avec la fin, au moment où il a le moment de sa vie, peut-être l'un des deux moments de sa vie, des moments de danse. Donc il y a ça, alors, voilà, c'est très intéressant, au niveau musical d'ailleurs, il y a du rythme et tout, hein, c'est très intéressant. Je peux citer la batteuse, si vous voulez, si je retrouve son nom, c'est compliqué, il y a tellement de gens qui sont mentionnés dans le Wikipédia, là, Taylor Gordon, voilà, qui joue donc la musicienne, donc très bien, tout ça bien chorégraphié, tout ça. Et puis donc ce troisième acte, évidemment là on est dans l'aboutissement, et sur ce troisième acte tu comprends beaucoup de choses, et en parler trop, ce serait beaucoup dire, trop dire, mais je vais le faire après, donc en rentrant dans la zone spoiler. Ce qui est sûr, c'est que on comprend un peu l'origine story de Chuck, on voit aussi en quoi il était tiraillé entre son grand-père, très terre-à-terre, mathématiques, comptabilité, c'est de lui qu'il hérite le métier, hein, et même de famille, hein.
Et la grand-mère est plus artiste, plus danseuse, etc. Et on voit comment d'ailleurs, il peut essayer de concilier les deux ou non dans sa vie, dans sa jeune vie, dans sa vie plus tard. Intéressant aussi ce message de, ouais, il faut savoir quoi faire de son existence. Certes, trouver un truc carré pour s'intégrer à la société. Ok, d'accord, ok. Les maths, c'est tout, même c'est l'art, ok, d'accord. Mais si tu veux faire aussi des choses qui t'intéressent et te donner pleinement, comme danser, eh ben, vas-y à fond. C'est là où il y a un énorme focus, alors sur Mark Hamill, bien sûr, extraordinaire, qui avait joué d'ailleurs dans Usher, la version moderne de Flanagan sur Netflix. C'était pas extraordinaire, mais bon, voilà. Mais alors, crédit ultime à Benjamin Pajak, le jeune Chuck de 11-12 ans, quoi, qui a une légèreté, une authenticité dans son jeu qui est extraordinaire pour un jeune enfant. Il ira loin, je pense, ce jeune acteur. Petit feeling comme ça. Voilà. Enfin, s'il continue sa carrière après. En plus, il danse super bien. Il y a un petit moonwalk sur My Sharona des Nax aussi. Alors, musicalement, vous allez vous régaler. C'est un peu comme ça, d'ailleurs, dans la nouvelle de base, mais on a changé les musiques. Parce que problème de droit, probablement, c'est souvent le cas, hein, d'ailleurs, quand on adapte comme ça et qu'il y a des aspects musicaux intéressants et importants. Mais c'est pas grave, ça marche super bien aussi. Et après, bon, il y a le bal de fin d'année, tout ça, où il faut quand même oser, même s'il n'ose pas. Bon, ben, c'est un peu, voilà, c'est un jeune qui devient ado et il se passe des choses, une petite cicatrice, tout ça. Et puis, bien sûr, face au fantôme, à un moment, on va apprendre des choses. C'est là, on rentre dans le quasi surnaturel. Mais le surnaturel, il peut être vu de partout, au final. C'est surtout l'histoire de quelqu'un qui a une vie banale sur le papier, mais une vie spectaculaire, tout en étant banale. Et qui, en tant que personne, en tant qu'être, dans cet espace-là, comme le dit le personnage de sa prof intérimaire, là qu'on voit très vite, qui passe comme une étoile filante aussi, de là-dedans, tu as un univers. Chacun d'entre nous a un univers et on contient des multitudes. Cette idée de contenir des multitudes revient d'un poème, Song of Myself, de Walt Whitman, qui est récité au début du film par le prof de la première partie, et qui est re-récité par cette dame. Ça inspirera un peu la vie de Chuck, aussi, d'une certaine manière. Et c'est là où on a plein d'échos. Entre la première et la dernière partie, vous allez voir des trucs qui se croisent. Et pour cause. Spoiler. Parce qu'il faut le sentir ainsi très vite, mais on le comprend dans la première partie, c'est très bizarre. Enfin, l'acte 3, à la fin, ça commence par la fin. Et d'ailleurs, la fin de ce premier acte, c'est la fin de tout. Hein, c'est la fin du monde qui coupe à la fin d'un je t'aime, même pas finalisé. Les étoiles disparaissent, le monde disparaît. Bon. Mais en fait, cette première partie, l'acte 3, c'est tout dans la tête de Chuck qui, lui, est en train de mourir sur son lit d'hôpital. Et en fait, il se fait son univers final, son monde se termine à lui, donc l'univers se termine, et on a donc les personnages dans sa tête, tout ça, qui terminent leur existence et le monde avec, au moment lui où il meurt. C'est important parce que dans la première partie, vous voyez les personnages, deux en tout cas, plus même, hein, qui apparaissent dans le troisième acte, et même, il y a un fil au roller dans le deuxième. C'est-à-dire le personnage de Chiwetel Ejiofor, on le voit dans le troisième acte, je crois que c'est un musicien, il me semble, hein, il est là. Mais il fait surtout écho en tant que prof à cette prof qui lui a donné envie, qui lui a rappelé Walt Whitman dans la tête. Donc, compter la multitude, et il se met ces multitudes-là dans son univers. Quand son univers se termine, s'imagine un monde qui se termine. Donc, il y a ça, il y a le croque-mort, là, qui est en fait le croque-mort qui va enterrer son grand-père, etc. Par des maths. Le grand-père, c'est les maths. Hein. Lui, qui construit tout par les maths, qui les maths ne mentent jamais. Mais bon, l'art est fait de maths aussi, mais il y a aussi le reste. Et bien sûr, les scènes de danse du 2, c'est par rapport en écho à sa grand-mère, ça on le voit très vite. Et c'est formidable, en fait. Le premier acte, l'acte 3, donc qui commence le film, n'existe pas en tant que tel. Il est dans l'univers de Chuck qui se meurt. Et on le voit se mourir sur son lit avec sa femme et son enfant. Donc toutes ces apparitions pub et tout, bon bah il s'imagine le roi de son univers. Ouais, c'est le magicien d'Oz de la fin du monde, comme le dit un des personnages. Le personnage du croque-mort, il me semble d'ailleurs, dans la première partie. Et ça, tu vas le comprendre. En fait, tu peux le comprendre un peu d'une certaine manière, mais tu le comprends surtout dans le dernier acte. Et même dans le 2, si tu comprends, avec la fille au roller, tu vois l'idée. Oui, c'est là, l'acte 2, il commence à ressentir la tumeur, mais c'est là où il va vivre le moment de sa vie, le dernier moment dont il se souviendra peut-être avant de rentrer en dégénérescence, avant de mourir. C'est terrible. Et donc, l'acte 3, qui est le début de sa vie, c'est formidable. Les échos sont là, donc, et on voit la confrontation à la mort. Elle est là, au deuil potentiel aussi, avec évidemment la mort de ses grands-parents, mais le fait que le grand-père voit les morts dans cette coupole, dans ce grenier-là, ça peut rappeler des choses. Dans Big Fish, on a ça avec la sorcière qui montre la mort des gens, mais bon, là il voit des gens autour de lui mourir, il voit aussi sa mort, la mort de sa femme, et le plus dur c'est l'attente. Et donc, alors il se passe plein de trucs et tout, hein, j'en ai parlé. L'idée qu'à la fin, Chuck voit sa propre mort, mais il ne sait pas quand il va mourir, parce que c'est un peu au fond, à contre-jour.
il peut se dire qu'il aura toute la vie qu'il a devant lui. Il peut mourir à 70 ans aussi bien. Il en sait rien parce que c'est une maladie où tu es dans la dégénérescence, tu peux être plus vieux que ton âge aussi. Mais il refuse d'ailleurs de penser à cela. Il se dit, je vais quand même vivre mes instants, chaque instant. Je suis une multitude, je mérite d'être spectaculaire, wonderful, je crois. I deserve to be wonderful, hein, c'est ça le propos. Voilà, c'est un peu le message du film et que Stephen King a voulu avancer. D'ailleurs, c'est une histoire de personne qui va sur ses derniers jours. Stephen King, bon, il a plus de 70 ans maintenant, il va sur ses derniers jours, il est plus vers la fin de sa vie que vers le début, vous voyez, on lui souhaite encore une grande vie, encore beaucoup d'œuvres. Mais il y a cette réflexion-là que on peut faire un écho sur sa vie, sur son existence, terminer par le début, c'est amusant, et se dire que chaque moment qui est vécu mérite de l'être, quel qu'il soit, une danse dans la rue, ouais, peu importe, la famille qu'on se construit aussi, évidemment. Mais et ça me touche beaucoup, parce que c'est simple, c'est un film très simple, qui est construit de façon très spectaculaire, vous voyez, à l'image du personnage principal, comme la nouvelle en fait. Et dans la construction, c'était très cinématographique déjà à l'écrit, et là, Mike Flanagan, il respecte beaucoup le matériau de base, alors il rajoute des connexions, un peu d'écho, etc., de synchronicité, c'est pas grave. Par exemple, le truc de Carl Sagan, le calendrier cosmique dans la première partie, bah, on le voit à la télé dans la troisième partie. Il y a des exemples hein, comme ça, il y en a d'autres, hein, je vais pas citer, des moments de comédie musicale sur des vieilles VHS, notamment Cover Girl de Charles Vidor, qui apparaît donc dans le premier acte, comme ça, avant que toutes les chaînes cessent d'émettre, mais on le voit, ça fait partie des comédies musicales qu'il voyait avec sa grand-mère, notamment West Side Story, et bien sûr, il y a ces trucs au milieu dans la chorégraphie, je pense qu'on retrouve des trucs, peut-être de Cover Girl ou d'autres films de comédie musicale. Oui, il y a tout qui se lie et tout, c'est parce qu'on est dans l'univers de Chuck, ce film, c'est l'univers dans la tête de Chuck, c'est la vie de Chuck, c'est le monde de Chuck, c'est l'esprit de Chuck, et on l'a là. Et c'est quelqu'un qui n'est pas extraordinaire dans son existence. Et pourtant, il a vécu des bonnes petites choses qui méritent qu'on en fasse quelque chose. Ici, dans une histoire formidable. Voilà, parce que ça va parler à tout le monde. Ce film peut parler à tout le monde, tout simplement. Vous pouvez vous ressentir proche et connecté de cet univers-là parce que c'est plausible. On peut se rêver roi de notre propre monde. Hein. On n'est pas loin du solipsisme hein, par moment, vous voyez, si vous connaissez cette idée-là. Mais c'est quand même beaucoup plus ouvert sur des existences. Et je trouve ça beau, touchant, juste. Ça en fait pas trop. Même la scène du milieu de danse et tout, c'est pas dans la surexposition de mise en forme avec des caméras qui revoltent et tout. Non, on est centré sur les pas des personnages. C'est super bien, et y compris ce qui se passe sur la piste dans le troisième acte avec les jeunes. C'est très bien ça. Mike Flanagan, il a beaucoup respecté le travail de base et il en a fait un cinéma dans sa simplicité, dans son universalité, à l'image donc de cette histoire. Je ferme la zone spoiler. Allez voir Life of Chuck. C'est un des films les plus importants de l'année, je pense, parce que c'est celui dont je vais me souvenir longtemps. Entre autres, il y en a d'autres, hein, évidemment, qui m'ont marqué cette année. Hein. Je ne vais pas tous les citer, mais La Chambre d'à côté d'Almodovar, Présence de Soderbergh. D'ailleurs, en termes de ressenti et de captation d'émotions et de connexion, avec Présence, c'est le film qui m'a le plus happé cette année en salle. Ça veut pas dire que j'allais mettre 1 et 2 hein, à la fin de l'année, ça veut rien dire. De toute façon, les classements, on verra plus tard. C'est pas très important un classement de toute façon. Mais c'est vraiment une œuvre qui peut plaire à tout le monde. Je confirme et j'insiste sur ce point, sur ce que j'ai dit juste dans la zone spoiler avant que je repasse ça sur cette conclusion. C'est universel. C'est-à-dire que ça peut vraiment parler à un grand nombre d'une sorte de vie banale comme ça, qui va faire écho avec peut-être ce que vous avez pu vivre dans des moments les plus simples, les plus banals pour vous, mais qui sont importants et spectaculaires pour vous. Et nous sommes tous dans cet univers, nous contenons nos multitudes à nous, nous interagissons avec des multitudes autour, hein, nous créons notre univers à nous, mais avec les autres, on connecte des univers aussi, et ce film est beau pour ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut se passer ce qui se passera. De toute façon, nous ne faisons que passer. L'humanité ne fait que passer sur cette Terre, dans cet univers. La Terre fait peut-être que passer dans l'univers, hein, on n'en sait rien. Et nous, sur cette Terre, on ne fait que passer. L'existence est brève. C'est un milliardième de seconde, peut-être, tu vois. Enfin, vous voyez. Donc, eh ben, c'est un film qui est nécessaire et qui nous fait relativiser beaucoup de choses, tout en nous faisant nous dire aussi, profitons. Profitons, parce que c'est un peu à double tranchant. C'est un film qui marque, quoi. Qui peut vous faire vous sentir un peu triste, mais aussi très joyeux. Enfin, ça va vous faire réfléchir sur la vie. Ça a l'air un peu bateau de dire ça ainsi. Il y a peut-être une forme de naïveté autour, mais peut-être dans l'œuvre de base aussi, et dans ce film. Mais peu importe, on en a besoin de ce genre de film. Donc, Life of Chuck, c'est un très bon long métrage dans ce qu'il propose. Et ça va me marquer un bon moment, je pense. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez vu, et si vous connaissez aussi la nouvelle de base de Stephen King. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.